Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Séda et de Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale. Et ce matin, notre invité, c'est Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous êtes président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. Les Républicains. Bonjour Véronique Jacquier. Bonjour. De Sud Radio. Bonjour Gilles Leclerc de Public Sénat. Vous serez tous les deux les intervieweurs d'Éric Ciotti ce matin. Mais Éric Ciotti, les raffineries, les dépôts bloqués, la RATP, la SNCF en grève ce soir. On a entendu l'opposition être ferme hier contre le gouvernement à l'Assemblée. Au fond, ce matin, un dépôt, celui de Douchy-les-Mines, a été débloqué par les CRS. Le gouvernement, il fait quand même le job, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne le crois pas. Bien au contraire, oui, un dépôt a été débloqué, mais combien reste aujourd'hui paralysé et combien suscite l'embolie du pays? La France est ce matin bloquée, un tiers quasiment des stations-service sont à court de carburant, le nombre de stations qui vont fermer dans la journée ne va cesser d'augmenter, il y a des menaces sur les centrales électriques, maintenant sur les centrales nucléaires dont le fonctionnement est menacé, on voit que les transports dès demain vont être paralysés, donc on a un pays qui s'achemine vers un blocage. Et face à cette situation, le gouvernement qui est motivée, qui est bien entendu organisée par l'extrême gauche, par la CGT qui est atteinte quelque part d'une forme de rage folle, eh bien il y a une impuissance coupable. Il y a d'un côté l'extrémisme violent, une minorité qui veut bloquer le pays, et de l'autre côté, il y a une impuissance coupable de ce gouvernement. Bien sûr, il y a je vous interromps, Éric Ciotti. Qu'est-ce qu'il devrait faire le gouvernement? Parce qu'il débloque tout de même les dépôts. Et quand Alain Vidalis, le ministre des Transports, disait hier à l'Assemblée, au fond, s'il y a beaucoup de monde dans les stations-service, c'est parce que les Français sont inquiets, les automobilistes français sont inquiets. Ils font donc des réserves. Il n'y a pas de problème d'essence, disait-il. Aujourd'hui, 8 raffineries sur 8 ne fonctionnent plus. Hier, le dépôt de Fos-sur-Mer a été débloqué, ce matin celui de Douchy, mais combien reste bloqué en cet instant? Ce qu'il faut faire, il faut réquisitionner. Voilà, il faut réquisitionner le personnel. Il faut réquisitionner, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2010. C'est une mesure d'intérêt général. On ne peut pas laisser bloquer... Il faut un cadre juridique pour le cadre juridique est justifié. On ne peut pas laisser le pays bloqué par une petite minorité. Il s'agit de quelques milliers, même pas de personnes qui bloquent des millions de Français qui sont entravés dans leur liberté de circuler et de travailler. Le motif juridique. Donc ce matin, vous appelez à la réquisition pour les raffineries et les dépôts. À la réquisition, et j'appelle au déblocage par l'autorité de la force républicaine de tous les dépôts qui sont aujourd'hui entravés par la CGT et par l'extrême gauche. Éric Ciotti, comment expliquez-vous ces blocages de raffineries, de dépôts pétroliers et les grèves qui s'en suivent à la RATP et la SNCF, alors qu'on est en plein état d'urgence? C'est le signe d'un pouvoir en déliquescence, en fin de vie, et c'est le signe finalement de ce quinquennat, la faiblesse du pouvoir. Monsieur Hollande, c'est un président de la République dont la faiblesse est inédite sous la Ve République. C'est le président qui a ouvert la voie à cette faiblesse en concédant le retour, en suppliant le retour de Leonarda. C'est une des images qui, dans quelques années, restera de la faiblesse de ce pouvoir. Vous savez, dans 2 ans, on regardera avec quel visage ce quinquennat, celui de la faiblesse, celui du déclin de la France. Les socialistes et surtout M. Hollande ont abîmé la France. Et ils l'ont abîmé par leur impuissance. Ils ont dégradé l'autorité républicaine. C'est ça qui est en cause. Pourquoi il y a ces excès de violence? Parce que, comme vous le soulignez légitimement, nous sommes un état d'urgence. L'état d'urgence, ça signifie quoi? La France est la première cible au monde des terroristes. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la DGSI la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Les menaces sont permanentes, notamment contre les rassemblements de foule. C'est encore le patron de la DGSI qui le dit. Et on laisse autoriser des manifestations qui sont des grands rassemblements de foule. On a voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale et au Sénat un état d'urgence au rabais, plus que 2 mois et sans les perquisitions. Donc il y a des discours et des coups de menton permanents de M. Valls,
d'ailleurs dont je souligne l'absence sur le territoire national alors que le pays est bloqué, ce qui est quand même là aussi inédit, et les coups de menton de M. Cazeneuve, mais tout ça ne trompe plus personne. À la fin et à la sortie, il y a l'inaction, l'immobilisme, l'impuissance. L'impuissance, c'est le règne de M. Hollande. Mais si on suit votre raisonnement, il faudrait au fond que le gouvernement abandonne son projet de loi sur le Code du travail. Pas du tout. On n'a pas à céder ni à la rue et encore moins à la violence. Donc l'opposition va aider le gouvernement ? Moi, je suis opposé à ce projet de loi travail. Ça veut dire que si les frondeurs, voter. Éric Ciotti, si les frondeurs déposaient une motion de censure, vous la signeriez, vous la voteriez ? Non, je la signerai pas, mais je la voterai. Oui. Je la voterai parce qu'aujourd'hui, il faut que cette situation s'arrête. Et tous les moyens pour qu'elle s'arrête sont bons. Donc l'opposition est pour que le gouvernement tombe. Moi, personnellement, cet avis n'est pas unanimement partagé, je le conçois, mais personnellement, je trouve qu'il y a une forme de cohérence. La France est bloquée, le gouvernement est impuissant, il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus rien faire jusqu'à la fin du quinquennat. Donc on s'oriente vers une lente agonie. Le pouvoir est en fin de vie. Donc il faut arrêter aujourd'hui cette situation. Si il y a des députés de gauche qui veulent arrêter l'expérience, moi je dis que je souhaite aussi arrêter l'expérience. Donc je voterai s'il y a une motion de censure, je la voterai. Dans un pays qui est et je souhaite qu'à la suite, le président de la République en tire toutes les conséquences, c'est-à-dire la dissolution, et c'est-à-dire s'il y a une majorité... Est-ce que c'est opportun en plein été, sincèrement, c'est compliqué. S'il y a une majorité qui sort des élections législatives, qu'il démissionne, puisqu'il sera désavoué, il n'aura plus aucune crédibilité. Éric Ciotti, est-ce que c'est très raisonnable de la part d'une opposition, aujourd'hui, dans un pays en crise, avec une France, comme vous le dites, je reprends votre expression, bloquée, je dirais, de renchérir et de jeter un peu d'huile sur le feu. Est-ce que c'est le rôle de l'opposition qui peut-être demain sera... Il ne s'agit pas de renchérir. Qui est paralysé, qui est bloqué? Il y a des millions de Français qui ce matin sont inquiets et qui se demandent si demain ou après-demain ou la semaine prochaine, ils pourront encore travailler. Il y a des services d'urgence qui se trouvent en pénurie de carburant. J'écoutais ce matin des services qui assurent le transport de malades disant on ne peut plus faire notre travail. Et l'opposition dit une chose très claire, que la loi de la République, que les lois de la République soient appliquées. Personne n'a le droit, c'est contraire à une loi de 1864, d'empêcher les autres de travailler. Voilà, donc ceux qui paralysent les raffineries aujourd'hui sont dans l'illégalité. Il faut que la loi de la République s'applique. Nous sommes dans un état de droit et l'autorité républicaine a un sens. J'ai écrit un livre, je viens de ressortir en édition de poche, qui s'appelle Autorité. Voilà. C'est ce qui manque le plus à notre pays aujourd'hui, à ce pouvoir. Oui, vous savez, Éric Ciotti, à l'épreuve des faits, il y a une réalité politique et parlementaire. Donc quand vous êtes comme vous le dites sur ce plateau, pour signer une motion de censure venant des frondeurs, vous savez que c'est difficile quand même de faire tomber un gouvernement en plein été. On va arriver vers une fin de quinquennat apocalyptique. Vous me posez une question, j'y réponds. S'il y a une motion de censure... J'ai voté la motion de censure des Républicains. S'il y a d'autres motions de censure, je la voterai. C'est pas la motivation de la motion de censure qui m'importe, c'est la conséquence. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça s'arrête. Ça s'arrête pour le bien du pays, parce que ce pouvoir fait du mal à la France. Il y a un débat dans votre camp là-dessus, sur la motion de censure, parce que là, ce que vous nous exprimez ce matin, c'est une position personnelle. C'est une position personnelle. Elle est très partagée dans le groupe. Nous verrons bien si la question se pose, mais j'ai vu que notamment les centristes avaient évolué sur cette question. Donc aujourd'hui, le contexte chaque heure évolue. Et à un moment, il va falloir libérer la France de ce pouvoir qui l'abîme. Alors Éric Ciotti, justement, il y a quelque chose qui plaît aux Français, c'est l'euro et son organisation. Comment vous la voyez, vous, avec tous ces policiers occupés à maintenir l'ordre par ailleurs? On les dit tous au taquet, déjà, les policiers. Pour certains, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas pris de vacances. Comment vous voyez cette organisation? Je la vois avec beaucoup d'inquiétude. Et ce qui s'est passé au Stade de France samedi entre l'OM et le PSG n'est pas rassurant. Ça a été en matière de sécurité un fiasco total. Un fiasco total. Alors qu'on nous disait que tout était prêt, que tout était préparé. On a fait une accumulation de foule qui présente des risques majeurs. Il y a eu l'introduction de fumigènes dans le stade, un début d'incendie. Bon, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Les fan zones présentent un risque majeur. J'ai dit, d'ailleurs je crois il y a quelques mois déjà, peut-être chez vous, que ces fan zones me paraissaient inopportunes, dangereuses. Je l'ai redit à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale.
qu'on organise l'euro naturellement. Il ne faut pas reculer face aux terroristes et c'est une manifestation internationale qui doit se faire. Mais que l'on accumule les risques en organisant, par exemple à Paris, chaque nuit, chaque jour, sous la Tour Eiffel, une zone de 100 000 qui va accueillir potentiellement 100 000 personnes, qui sera impossible à contrôler, c'est prendre des risques inconsidérés. Donc nous demandons très clairement aujourd'hui, et nous l'avons dit, Nicolas Sarkozy l'a dit, nous disons que ces fan zones sont inopportunes. À Nice. Il y a une fan zone à Nice, elle est beaucoup plus sécurisée, d'abord parce que le maire de Nice, Christian Estrosi, a pris des mesures très adaptées. Ces fan zones sont de la responsabilité en termes de sécurité des maires notamment. Il faut que ce soit les mairies qui payent ces fan zones. Et Christian Estrosi avait proposé une mesure très simple, c'était celle de la reconnaissance faciale. Il fallait un texte législatif, je l'ai porté par amendement la semaine dernière, et le gouvernement l'a refusé. Donc on a cette espèce d'hypocrisie, on crée des fan zones et on interdit aux maires de les sécuriser. Mais vous êtes pour des fan zones ponctuelles ou en tout cas, oui à Nice et pas à Paris. Vous êtes pour l'interdiction totale des fan zones. Moi, vous comprenez bien. Je n'aurais pas souhaité ces fan zones. Personnellement, je trouve qu'elles sont inopportunes. Le gouvernement a décidé de les maintenir. Je pense que c'est une erreur, voire une faute, notamment à Paris. 100 000 personnes sur la Tour Eiffel, c'est une faute. Voilà. Qu'il y ait les matchs, qu'on puisse regarder des matchs dans des enceintes sportives, comme l'a proposé le député Philippe Goujon à Paris, pour que ça se passe à Charletti notamment. Mais faire ça sous la Tour Eiffel, complètement ouvert, sans possibilité de sécuriser la zone, ça me paraît dangereux. Éric Ciotti, dans ce contexte de sécurité maximale, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu la suppression de plus de 6 000 policiers. Ce sont des chiffres qui émanent d'un rapport parlementaire. Est-ce que ce n'était pas une erreur, ces suppressions d'effectifs? J'entends M. Cazeneuve, qui avec une extraordinaire mauvaise foi, évoque de façon récurrente la diminution de ses effectifs. Il y a eu certes une diminution des effectifs, et c'est incontestable, mais il y avait plus de policiers présents sur le terrain. Il y avait, en 2011, il y avait 3 millions de patrouilles de policiers de plus qu'en 2013, sous la gestion des socialistes, parce qu'il y avait un système, notamment grâce aux heures supplémentaires, qui permettait aux policiers d'être plus présents. Ce qui compte, c'est la présence des policiers sur le terrain. Ce qui compte, c'est leur organisation, comment ils sont dirigés. S'ils n'ont pas de consignes pour intervenir face aux casseurs, comme on l'a vu, c'est pas M. Sarkozy qui a mis les policiers dans la rue. Par 2 fois, depuis 15 ans, il y a eu des manifestations de policiers en France, Ciotti, y compris la semaine dernière. C'est inédit, c'est contre ce gouvernement, parce qu'il y a il y a un fait ce matin qui aurait pu se produire sous Nicolas Sarkozy d'ailleurs. C'est que 3 des 4 suspects interpellés pour l'incendie d'une voiture de police la semaine dernière, on a vu ces images très très fortes, ont été remis en liberté, libres sous contrôle judiciaire. Le parquet fait appel. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça renforce le sentiment d'impunité? Les policiers ont exprimé leur colère et leur incompréhension. Et je partage cette colère et cette incompréhension aujourd'hui. Il faut très clairement dire qu'on ne peut pas toucher à un uniforme de la République, parce que ceux qui portent un uniforme de la République sont le symbole de l'autorité républicaine. Nous devons protéger ce qui nous protège. Ce qui s'est passé la semaine dernière est d'une violence inouïe. Cela a choqué les Français, cette image où on a voulu quelque part assassiner les Français. Je pense que la justice doit prendre ses responsabilités. Moi, j'ai réclamé à la tribune de l'Assemblée nationale que ceux qui ont commis ces actes, parce que c'est un acte, c'est une tentative d'assassinat. C'est une tentative. Les personnes, concernant 3 des 4. L'enquête doit le dire, mais en tout cas, moi, je souhaite que les auteurs de ces actes intolérables, inqualifiables, d'une violence inouïe, soient interpellés, soient identifiés, interpellés, soient jugés et soient traduits en cour d'assises. Parce que pour moi, c'est une tentative d'assassinat. Et il faut dire aujourd'hui, comme nous l'avons fait avec Nicolas Sarkozy, il a proposé, on a rencontré hier avec Nicolas Sarkozy les syndicats, une mesure très simple, des peines planchées pour ceux qui commettent des violences contre les policiers. On ne peut pas, en République, en démocratie, toucher un policier. Parce que toucher un policier, c'est porter atteinte à nos libertés. Véronique Jacquet, une minute. Vous évoquez évidemment beaucoup Nicolas Sarkozy. Selon le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio, Nicolas Sarkozy comble un petit peu son retard sur Alain Juppé. Il n'y a plus que 8 points qui les séparent au lieu de 11. Nicolas Sarkozy pourtant n'est pas encore candidat. Mais pour vous, c'est un bon signe ?
C'est un signe naturellement positif pour Nicolas Sarkozy, mais les sondages aujourd'hui, dans un sens ou dans un autre, n'ont pas beaucoup de pertinence. La campagne n'a pas commencé, vous le soulignez, Nicolas Sarkozy n'a pas indiqué s'il serait ou non candidat. Ce que je dis, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui la primaire n'est pas jouée, que ceux qui considèrent que le match est déjà terminé font une lourde erreur, qu'il y aura un débat, et c'est une bonne chose. Nous avons voulu ces primaires, elles sont bien organisées, c'est une chance pour les Républicains, pour l'opposition, pour la droite. Vous savez, moi j'ai une conviction, celui qui gagnera la primaire sera le futur président de la République. Donc nous avons une responsabilité, et notamment devant le pays par rapport à ce qui se passe, c'est que ces primaires se déroulent dans les meilleures des conditions. Et je pense, sauf s'il y a une dissolution que vous réclamez. Oui. C'est un peu compliqué l'organisation. Ça changera sans doute la donne, mais là on serait face à une crise institutionnelle. Mais en tout cas, ce débat il se présente bien. Et Nicolas Sarkozy, personnellement, je souhaite qu'il y participe. Éric Ciotti, une dernière petite question, territoriale, locale en tout cas. Donc il y a un nouveau président en région en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. C'est un secret de polichinelle à Nice que vous avez eu des rapports compliqués dans le passé. Comment ça s'organise cette cohabitation avec le nouveau président ? Non, nous n'avons pas de rapports compliqués. Nous avons des rapports très amicaux, très anciens. Vous le savez, après, chacun peut faire des exégèses. Ce qui est la réalité, c'est que nous travaillons ensemble. Nous avons soutenu ensemble la candidate qui sera élue députée dans l'ancienne circonscription de Christian Estrosi, Marine Brunier. Nous travaillons ensemble. Nous allons signer un contrat de plan. Tout va mieux. Le conseil départemental aide la ville de Nice. La région aide le département. Tout ça se déroule dans une parfaite harmonie et nous travaillons ensemble. Nous étions encore ensemble lundi pour préparer l'Euro. Merci Éric Ciotti d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. Vous êtes président LR du conseil départemental des Alpes-Maritimes, secrétaire général adjoint Les Républicains et député. Merci à vous. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes. Aujourd'hui, le Télégramme et la Voix du Nord dans un instant. Voilà, bonjour Hubert Coudurier du Télégramme et bonjour Hervé Favre de la Voix du Nord. On démarre ce débrief de ce que nous a dit Éric Ciotti, qui était l'invité de cette matinale d'info ce matin, avec dépôt de carburant bloqué. Par contre, l'accès à Douchy-les-Mines a été débloqué. Est-ce qu'on va vers une paralysie du pays, Hubert Coudurier ? Il faut dire que ce pays a une tendance à la bordélisation qui est assez ancienne. Certains peuvent espérer une résurgence du syndrome de mai 68. La CGT est dans une position de faiblesse, donc elle joue un peu la stratégie de la tension. Maintenant, la question est de savoir si ça va marcher. Il y a l'exemple effectivement de Sarkozy qui avait tenu fermement les rênes pendant la réforme des retraites, imposer la réquisition. Donc la question est de savoir, derrière les proclamation martiale du Premier ministre lorsqu'il était en Israël, si la suite va être du même niveau. Il y a eu pour l'instant des déblocages. Maintenant, il faut voir si la grève générale s'installe dans les entreprises publiques et les réactions proportionnées du gouvernement. On est dans un suspense. Mais au fond, Hervé Favre, le gouvernement, il fait quand même le job. Il débloque les choses, il envoie les forces de l'ordre. C'est pas contestable, ça. Il fait le job, mais avec retard, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, la situation de pénurie que M. Vidalis a niée pendant tout le week-end, la pénurie s'est installée dès le samedi. Et le dépôt pétrolier d'Olchin était effectivement fermé. Là, il est débloqué ce matin, sauf qu'aujourd'hui, la CGT a changé de stratégie. On peut rouvrir les dépôts, les raffineries sont fermées, sont en train de fermer toutes les unes après les autres. Donc, il n'y aura plus rien qui arrive dans les dépôts. De même, les terminaux pétroliers dans les ports, au Havre, à Marseille, sont aussi fermés. Donc on va vers une aggravation de la situation, quoi qu'en dise le gouvernement. Avec un appel à la réquisition de la part d'Éric Ciotti. C'est possible, ça, légalement ? Bien sûr. La droite y va de façon critique, mais modérée, parce qu'elle sait qu'elle peut être amenée à gérer des circonstances identiques. Moi, je ne crois pas que sur le plan politique, on aille vers une motion de censure. Je pense que... Il la souhaite, Éric Ciotti. Oui. Il la votera, d'ailleurs. Il l'a dit. Je pense que ça peut être que Hervé peut nous le dire, les partisans de Martine Aubry sont en train de calmer les frondeurs actuellement. Et je
pense pas, si vous voulez, les débordements qu'on a observés avec les casseurs ont un effet inverse sur l'opinion. Donc je ne pense pas que cela crée une crise politique. Je ne vous dirais pas que ça renforce le gouvernement, mais pas loin. Hervé Favre. C'est vrai que ce qu'a dit Éric Ciotti, là, c'est une nouveauté par rapport à la dernière motion de censure, puisque la droite ne s'y était pas associée, le centre non plus. Je remarque que Jean-Christophe Lagarde a lui aussi menacé de voter cette censure de gauche. Il a dit qu'il le ferait à titre individuel, Éric Ciotti. C'est pas la position officielle des Républicains aujourd'hui. Ça rouvre un débat effectivement au sein de l'opposition. Je ne suis pas sûr que tout le monde souhaite voter une motion de censure qui obligerait Hollande à nommer un Premier ministre de droite aujourd'hui pour débloquer la situation en France. C'est pas un cadeau. C'est plus un problème de positionnement des candidats à la primaire entre eux en ce moment. Il est vrai que Nicolas Sarkozy peut rappeler que pendant son quinquennat, il a tenu le pays, il n'y a pas eu de problème majeur avec la rue, contrairement aux Chiraciens qui, en 95 avec Alain Juppé, en 2005 avec Dominique Villepin, ont cédé et on lâchait du terrain. Donc on est dans un problème de positionnement un peu tactique et d'image surtout. Et la question est de savoir comment va évoluer l'opinion. C'est vrai que la loi El Khomri suscite majoritairement une opposition, mais en même temps, si les Français n'ont plus d'essence, bientôt plus d'électricité et des transports métro et train paralysés, ça risque quand même de mal se passer. Petite question sur les conséquences économiques de tout ça, parce que j'ai vu que Total donc va réviser sérieusement les investissements prévus pour restructurer le secteur. C'est son PDG qui a prévenu de ça, Patrick Pouyanné. Ça peut avoir des conséquences économiques fortes, Hubert Coudurier, ces blocages. Des conséquences à court terme, et puis surtout, je vous le dis, c'est un problème d'image. On voit que l'attractivité de la France décline. C'est d'ailleurs pour cela qu'avait été décidé et lancé le CICE. La loi El Khomri visait à fluidifier les rapports du travail. Et aujourd'hui, finalement, ce bras de fer, alors que le projet de loi a été vidé de sa substance, est l'enjeu. C'est l'enjeu de la modernisation de l'économie française. Et le signal qui est envoyé aux investisseurs étrangers est très mauvais. Alors, Nicolas Sarkozy remonte légèrement. L'écart se resserre entre lui et Alain Juppé, selon le dernier sondage IFOP fiducial Sud Radio Paris Match. Le match de la primaire du centre n'est donc pas plié, Hervé Favre. Avec Nicolas Sarkozy, un match, c'est vrai, n'est jamais plié. Bon, pour l'instant, il semblait qu'il y a un phénomène de rejet. Les gens n'ont pas envie de rejouer le match Hollande-Sarkozy de 2012. Mais Sarkozy est une bête politique, une bête de campagne. Donc une fois qu'il sera rentré en lice, ça peut effectivement bouger. Alors il est persuadé que le noyau dur de la droite sera derrière lui au rendez-vous de la primaire. Hervé Coudurier, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a eu l'intelligence pendant plusieurs mois de jouer profil bas, de ne pas nous faire du Sarkozy. Alors certains disent maintenant il va faire une campagne à la Trump, entre les deux, il choisira peut-être un moyen terme, mais ça risque quand même d'être plus animé, et on voit bien que Juppé, le favori des sondages, commence à être la cible de toutes les critiques. On le compare à Balladur, enfin les sarkozystes, et donc effectivement le match va se jouer maintenant. Alors la Voix du Nord en titre parle de Safran qui atterrit dans la région, et c'est une bonne nouvelle. Oui, elles sont rares, notamment pour le bassin du Valenciennois qui est touché par la crise de Vallourec. Donc, Vallourec travaille pour l'industrie pétrolière. Il y a donc 650 suppressions d'emplois annoncées. Là, François Hollande a fait une cérémonie de signature hier, parce que toutes les bonnes nouvelles, évidemment, sont bonnes à prendre. 250 emplois à l'horizon de 2020. Des emplois très spécialisés, des emplois industriels, ce qui change aussi, dans l'aéronautique, donc un secteur d'avenir, on ne peut que s'en réjouir. Mais concrètement, ce sera des emplois pour les gens de la région ? Alors, il y a notamment des emplois de Vallourec, puisque ce sont des métallurgistes, et ça intéresse Safran, qui va en fait installer un atelier de réparation de réacteurs. Donc c'est de la métallurgie de très haute précision. Donc ça aussi, c'est donc quand même c'est une de bonnes nouvelles. Non, mais il en faudrait beaucoup pour compenser tous les emplois perdus dans d'autres activités. Le télégramme, le bras de fer, évidemment. C'est l'analyse à court terme. Maintenant, moi, je suis persuadé que la CGT ne peut que perdre son pari à l'heure de la mondialisation, en pleine période d'état d'urgence. Il est certain que cette espèce de nostalgie passéiste, révolutionnaire, qui consiste à vouloir désorganiser l'économie, et le pays n'est pas supportable et ne sera pas accepté par l'opinion. Est-ce qu'il y a une espèce d'alliance objective de la CGT avec l'opposition, au fond? On peut se poser la question.
Non, je ne pense pas, mais c'est la première fois qu'effectivement un gouvernement de gauche, enfin c'est peut-être pas la première fois, mais qu'un gouvernement de gauche est quand même confronté à une radicalisation de sa gauche aussi forte. Merci Hubert Coudurier du Télégramme, merci Hervé Favre de La Voix du Nord. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos et les programmes continuent sur Sud Radio et sur Public Sénat. À demain.